remercie Pierre Jarlier et Simon Tessou donc de me rejoindre, de s'asseoir. Merci. Pour cette table ronde, effectivement, donc, qui sera consacrée à la dynamique des territoires et qui peut-être, après la table ronde de ce matin, qui était une table ronde un peu d'exposition des faits, sera peut-être un peu plus synthétique et permettra de revenir sur certains des grands thèmes que cette journée très productive a évoqués. Des grands thèmes qu'on a souvent appelés des freins ou des blocages. Et l'intérêt de réunir Pierre Jarlier et Simon Tessou autour de cette synthèse, c'est qu'ils sont tous les deux des acteurs de terrain, de la même région, qui se connaissent bien et qui mènent des actions ensemble. Donc je pense que ça donnera beaucoup de crédibilité à leur opinion et surtout aux perspectives d'innovation qu'ils vont dresser devant nous. Je les présente rapidement. Pierre Jarlier, né à Saint-Flour, est maire de Saint-Flour depuis 1993, président de Saint-Flour Communauté depuis 2017. Vous avez été sénateur du Cantal de 1998 à 2015, un très jeune sénateur, n'est-ce pas? Le plus jeune, un oxymore vivant, n'est-ce pas? Enfin, jeune ou moins jeune, vous avez été très présent au Sénat toutes ces années, et en particulier rapporteur de lois qui ont quand même pesé dans nos disciplines. Je les cite rapidement: la loi SRU, rapporteur sur la loi SRU, la loi l'urbanisme et habitat, et la loi fameuse sur le droit opposable au logement. Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Association des maires de France, vice-président délégué de l'Association des petites villes de France, président du CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, organisme qui est sous la tutelle du ministère de la Cohésion des Territoires et qui est partenaire de l'Action Cœur de Ville. Et quand même, je précise que vous êtes architecte de formation, quand même, ce qui nous touche beaucoup dans cette maison. Et je pense qu'il y a peut-être aussi à colorer votre pratique et peut-être à soutenir aussi vos expérimentations et vos innovations. Alors Simon Tessou est aussi architecte. Il est né à Paris, mais il a fondé son agence dans le Cantal. Et c'est le signe d'un double engagement, je pense. Un engagement de transformation, certainement, d'exercice du métier d'architecte. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça sera abordé. Et certainement aussi la volonté de prendre la ruralité comme terre d'innovation. L'agence du Rouget, que vous avez fondée, a remporté de très nombreux prix nationaux et régionaux d'architecture, dont le prix national de la construction bois, catégorie habitat social en 2016. La même année, le projet pour la requalification des espaces publics de Chalier, projet qui a marqué notre discipline, a été présenté à la Biennale d'architecture de Venise de 2016. Donc. Vous êtes aussi un enseignant très engagé et vous êtes depuis cette année directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, où vous menez des expériences de recherche-action dont nous allons parler, je pense, avec Pierre Jarlier. Et vous d'ailleurs, vous êtes tous les deux anciens de l'école d'archi de Clermont-Ferrand, ce qui quand même crée aussi un point commun. Alors, monsieur le maire, monsieur l'architecte, après avoir un peu traversé les ateliers toutes ces journées, écouté un peu ce qui s'est dit, je vous propose de revenir sur 4 thèmes qui ont été évoqués dès ce matin, qui sont vécus quand même comme des difficultés, et de revoir avec vous ces thèmes, enfin ces difficultés, ces freins, ces blocages. Comment on peut effectivement imaginer déjà un petit peu soit de les contourner, soit de les surmonter, et comment parfois le fait de les mettre en question fait avancer les choses. Ces 4 thèmes, je les énumère tout de suite, rapidement. Phrase entendue 1000 fois aujourd'hui: il n'y a pas de marché pour l'habitat dans les centres urbains. Seconde phrase, bien évoquée ce matin: les contraintes réglementaires et patrimoniales sont excessives, ou trop lourdes en tout cas. Autre thématique qui mobilise beaucoup les élus: il y a carence d'approche transversale, ou plutôt horizontale, si vous voulez, le contraire d'une approche en silo. 4e thème enfin, qui est très important: il y a carence d'ingénierie de projet dans les territoires. Voici ces 4 thèmes. Revenons d'abord au premier. Il n'y a pas de marché pour l'habitat, et d'ailleurs, il n'y a pas de marché immobilier dans les centres urbains. Et si on transformait cette affirmation en question, c'est-à-dire, déjà, c'est une façon déjà de la dépasser, comment réunir les conditions de création d'un marché, effectivement, dans les centres détendus, monsieur le maire? Moi, j'aimerais pouvoir répondre assez facilement à cette question. D'abord, c'est vrai que si on veut recréer du marché dans un centre-ville, c'est évidemment la démarche globale et transversale qui est menée dans le cadre des opérations Cœur de Ville, avec tout ce qui touche le commerce, tout ce qui touche les services, les infrastructures et évidemment les aménagements urbains. Mais plus généralement,
il y a toute la question qui est liée au logement aujourd'hui, parce qu'on se rend compte, et moi je vais simplement vous donner 2 ou 3 chiffres sur la situation de ma ville. Dans ma ville, j'ai 600 logements vacants dans mon centre-ville, et j'en ai 170 qui sont en état pratiquement d'indignité potentielle, avec un niveau de revenu des gens qui est à peu près à 950 € par habitant. C'est pour vous donner une petite idée de la situation. Oui, 30% des commerces sont fermés. Donc la question du marché, évidemment, elle se pose parce que petit à petit, on a mené des opérations type OPH, justement, qui ont permis de ramener du logement locatif, mais on n'a jamais pu ramener d'investisseurs pour faire vraiment de l'accession. Or, aujourd'hui, la question de la mixité sociale, oui, c'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé. Voilà. Absolument majeur. Comment lutter contre la paupérisation ? Parce qu'il faut qu'on mette en place l'ascenseur social du logement pour qu'on puisse faire venir de nouvelles populations. Et là, je vais vous faire part d'une expérience qui, pour l'instant, est un peu difficile, il faut le dire. On a fait le choix dans ma ville de mettre en place une aide aux primo-accédants pour faire revenir des jeunes ménages. Mais malheureusement, on a des collaborations avec un bailleur social. Et malheureusement, vu les investissements qu'il faut faire dans le patrimoine ancien, vu les adaptations du logement qu'il faut faire indispensables pour le rendre attractif, surtout pour un jeune ménage, eh bien, on a du mal à équilibrer les opérations. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de dispositifs spécifiques. Alors, les nouveaux dispositifs de défiscalisation vont être très utiles pour les propriétaires bailleurs, mais reste que pour des jeunes accédants, il faut mettre en place de nouvelles aides parce que justement, on n'arrive pas à équilibrer ces opérations. Et les bailleurs sociaux seraient prêts à venir sur ces opérations. Il faudrait qu'ils puissent bénéficier à ce moment-là, évidemment, des aides de l'ANA, mais aussi qu'ensuite, ils puissent directement faire des transactions avec les futurs accédants. Voilà, en tout cas, ça fait partie des sujets qui, pour nous, sont importants pour qu'on remette en place l'ascenseur social du logement dans les centres-villes. Oui. Et dont le premier levier est effectivement cette innovation, en fait, cette politique que vous menez de soutien effectivement à l'accession à la propriété sociale, bien sûr. Vous m'avez dit aussi, mais ça, nous le partageons tous, mais je pense qu'il y a des exemples assez intéressants à Saint-Flour, qu'il faudrait introduire du vivant dans les centres urbains. Alors le vivant, c'est quoi ? C'est le commerce, c'est la culture, c'est les animaux, c'est... Évidemment, c'est le commerce, c'est peut-être pas ce sujet-là que vous voulez qu'on aborde tout de suite. S'agissant du commerce, une des grandes difficultés... général. Une des grandes difficultés pour le commerce, mais ça a été dit sans doute beaucoup de fois aujourd'hui, c'est la question de la maîtrise du foncier. Bien sûr, 30% de commerces vacants, comment on fait pour faire venir des commerçants ? Le problème, c'est que la structure même de ces commerces n'est pas adaptée à la demande d'aujourd'hui, parce qu'on a souvent des petites cellules de 50 mètres carrés, 40 mètres carrés. Or, on sait très bien que si on veut faire venir, par exemple, une franchise, une petite franchise, c'est minimum 100 à 150 mètres carrés. Donc, il faut que la puissance publique intervienne pour que justement on puisse redonner de l'attractivité à ces commerces. Alors non, il y a des outils, il y a les EPF. Oui, on en reparlera, oui. Il y aura des outils, et notamment la loi Elan a donné des nouveaux outils pour pouvoir intervenir, et avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, il y aura des outils. Mais nous, en tout cas, pour l'instant, on a essayé de faire en sorte que la puissance publique puisse intervenir en discussion avec les propriétaires, par exemple. On avait une vente d'un immeuble, on n'avait pas les moyens de préempter entièrement. On a discuté avec les acquéreurs, de façon à ce qu'ils puissent dissocier les logements du rez-de-chaussée. On a pris le rez-de-chaussée en bail amphithéotique. On va rénover entièrement le rez-de-chaussée, qui est d'une surface qui permettra d'installer demain sans doute une petite franchise. Il faut espérer qu'on la trouvera. Mais en tout cas, on aura pu intervenir. Alors que si on n'avait pas fait ça, eh bien, l'immeuble se serait vendu. On n'aurait sans doute pas eu les moyens de préempter, et du coup, il serait resté fermé parce que l'investisseur n'était pas du tout intéressé par le rez-de-chaussée. Donc là aussi, je pense qu'on a besoin d'intervention publique sur le foncier pour le restructurer et le rendre plus attractif. Merci. Je voudrais revenir sur la question de l'habitat avec Simon Tessou, parce que vous avez évoqué effectivement la difficulté de recycler effectivement ce grand patrimoine d'habitat disponible, par exemple à Saint-Flour. Parce que Simon, ce que vous défendez, c'est qu'effectivement rénover l'habitat c'est bien, mais la question pour transformer ce patrimoine en vraiment quelque chose d'accessible, enfin d'attractif pour l'habitat, c'est qu'il faut lui donner des aménités contemporaines. Et que ça, c'est quand même un problème un peu compliqué en centre-ville. Aménités, lumière, surface, rez-de-chaussée vivant, espace extérieur. Voilà. Et comment transformer souvent ce corpus très dense ? Ça marche ? Oui. Ça marche. Oui, alors,
Ce que je veux déjà préciser, c'est qu'en tant qu'architecte, exerçant de la maîtrise d'œuvre, on est amené, j'exerce effectivement surtout dans les territoires ruraux et dans des petites villes, dans le Massif central, mais un peu plus loin aussi. Je tiens à préciser déjà que en fait, les situations sont extrêmement contrastées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... j'étais très content d'entendre ce matin justement la conférence inaugurale il ne s'agit pas de réinventer un nouveau modèle général. Il n'y a pas de modèle générique qui puisse être appliqué. Il n'y a pas de recette de cuisine, puisque chaque cas est particulier. Et j'aimerais mettre l'accent sur toutes ces collectivités qui font face à de vraies difficultés. Parce que tout à l'heure, on nous a présenté l'exemple de Morlaix. Voilà, mais pour moi, si je faisais une étude urbaine à Morlaix, ça serait du pain béni, quelque part. Nous, on intervient, si vous voulez, dans des collectivités ou dans des situations extrêmement critiques. C'est-à-dire qu'on a peut-être 60 à 80% du bâti qui est dans un état épouvantable, où on se demande même si on n'arrive pas trop tard. Donc en tant qu'architecte urbaniste, c'est très compliqué, et on développe l'idée de finalement... Pourquoi, oui. Voilà, finalement de voir dans quelle mesure on ne peut pas introduire davantage d'aménités. Et dans ces cas un petit peu désespérés, c'est effectivement de mettre en place ce que moi j'appelle des stratégies de soustraction positive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter parfois aussi à démolir un certain nombre de biens, retrouver des respirations, mais de le faire de manière intelligente. C'est-à-dire c'est pas des opérations de curetage comme on en a trop vu dans les années 80-90 où on met quelques places de parking, où là ça finit en fait d'achever le bourg, quoi. Ça c'est une évidence. Mais en fait ces respirations, ces vides permettent de redonner une valeur en fait au patrimoine bâti qui est transformé, mais aussi aux avoisinants. C'est ça qui est intéressant. Alors à une échelle extrêmement modeste, par exemple dans un bourg du Cantal qui s'appelle Saint-Hilide, on va faire intervenir l'EPF, SMAF, donc, qui va en fait faire l'acquisition de 2 maisons. On va revendre un terrain pour un lot à bâtir, et ça donne de la valeur à 3 ou 4 maisons qui sont autour, qui tout d'un coup trouvent des vues, trouvent de l'ensoleillement, trouvent de la lumière naturelle, qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a un autre point essentiel dans de trop nombreux bourgs ou petites villes. En fait, le vivant n'est pas présent. Quand je parle du vivant, je parle de la nature en ville, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus agréable d'habiter dans un lieu où il y a quelques arbres, des espaces extérieurs. Alors, trouver des aménités, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est donner accès aussi à la mobilité. C'est-à-dire dans ces territoires-là, quand même, on est très dépendant de la voiture. Donc on ne peut pas faire comme si la voiture n'était pas un problème. Bien sûr. Et n'était pas une question à traiter. Et enfin, les espaces extérieurs confortables, comme on pourrait trouver dans le logement individuel. Mais d'ailleurs, ces réflexions qu'on pourrait conclure un peu rapidement par en effet un appel à pouvoir un peu plus démolir, ça nous fait passer presque au deuxième sujet, mais qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui, qui est effectivement les contraintes réglementaires et patrimoniales sont excessives. Ça, c'est une formule polie pour dire sus à l'ABF. Alors, il y a une troisième formule plus ouverte que je vais choisir. Comment passer d'une logique de protection à une logique de projet ? Monsieur le maire. Comment passer d'une logique de protection à une logique de projet Monsieur le maire a une vision plus nuancée de l'ABF, je crois. Comment trouver un nouveau lien entre les élus et l'ABF ? Moi, je crois qu'il faut simplement un peu changer de logiciel. Et je fais partie des gens qui pensent que les ABF sont extrêmement importants sur les territoires, qu'ils ont permis de sauver bien des patrimoines qui auraient été menacés si effectivement ils n'avaient pas pu être du bon conseil pour des élus. Souvent aussi, il faut savoir quand même que, alors on les critique beaucoup, mais je ne vais pas parler de leur défense spécialement, mais ce sont souvent aussi des remparts contre quelques excès qu'il peut y avoir. Donc pour l'élu, c'est aussi une sécurité. Je crois qu'il faut quand même savoir le dire. Simplement, aujourd'hui, comment sortir de cette logique où l'ABF n'est que le censeur. Le patrimoine constitue un atout qui est absolument considérable pour la revitalisation des centres-villes. Mais à la fois, il faut aussi une certaine souplesse. Donc je pense que ça part déjà de l'urbanisme. Je pense que c'est dans la démarche d'urbanisme qu'on peut trouver, dans des OAP, dans des orientations d'aménagement, le juste équilibre entre la protection nécessaire du patrimoine et la nécessité aussi de s'adapter, de faire du contemporain, d'amener de nouvelles formes, de nouveaux espaces. Et c'est là que ça doit se passer. Et c'est à cette échelle-là et à ce moment-là qu'il faut travailler avec les architectes des bâtiments de France en amont du projet, de façon à ce qu'on soit dans la co-construction et qu'on ne soit pas dans la censure. Et là, la relation avec l'élu va vraiment changer. Oui, je plaide vraiment pour qu'on change de logiciel sur la relation entre les ABF, à condition, madame,
qu'il y en ait suffisamment aussi. Parce que bien souvent, Oui, ils interviennent en aval et beaucoup trop en aval parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils font 3 départements à la fois. Donc moi, dans mon département, Cantal, 150 000 habitants, c'est le même qui fait le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Et après, on va lui demander de venir faire de la co-construction avec les élus. C'est juste impossible. Il n'a pas le temps. Donc, il y a aussi un effort a un à faire nouveau de qui a la part été du ministère de nommé, la Culture pas le temps. pour qu'il y ait plus d'ABF et que déjà à l'école de Chaillot, on commence à leur expliquer comment on fait de la co-construction. Voilà, moi je pense que les outils, ils sont là et ils sont très utiles. Donc moi je pense qu'on peut tout à fait lier la protection du patrimoine, la mise en place des formes nouvelles, l'adaptation à l'architecture contemporaine et aux nouveaux modes de vie, à condition qu'on le construise ensemble. Bien sûr, mais sur ce point, merci. Sur ce point, et puisque vous avez effectivement vous avez remonté le problème effectivement au projet urbain, je voudrais reposer la question à Simon Tessou, parce qu'après avoir parlé de démolition, lorsqu'on a préparé cet entretien, vous avez osé un autre terme, Simon. Vous avez dit qu'il ne faut pas généraliser effectivement sur les tissus cœur de ville, les méthodes assez quand même autoritaires de protection des monuments historiques. Vous m'avez dit qu'il faut banaliser le traitement patrimonial des tissus. Alors moi, qu'un architecte parle de banalisation dans sa pratique, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, en introduction, j'aimerais quand même dire que le patrimoine incarne les singularités en fait, d'un territoire donné. Autrement dit, le patrimoine bâti quand même contribue à distinguer un territoire d'un autre. Donc ça, c'est quand même... ces particularités, finalement, constituent indéniablement quand même une force d'attraction pour les familles qui sont désireuses, par exemple, de trouver une alternative à des situations périurbaines en termes d'habitat. Néanmoins, moi, ce que je pense, c'est qu'il semblerait quand même intéressant d'aller au-delà des logiques de protection. C'est ça que je voulais dire. Oui, merci. Et de tendre vers des logiques de projet. Je m'explique. En gros, c'est... pour les centres urbains dont je parlais tout à l'heure, où les cas sont parfois un petit peu désespérés, la question prioritaire ne devrait plus être comment les protéger, mais comment les construire ou les reconstruire. C'est ça le sujet aujourd'hui, dans beaucoup de centres-villes. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire, et que finalement il s'agit de s'inscrire plutôt dans une perspective collective, visant davantage à transformer l'espace au mieux des intérêts des habitants, des présents, des contemporains, plutôt que de préserver un héritage coûte que coûte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas polémique, mais je trouve qu'on devrait aussi se poser des questions, se positionner plutôt dans une optique projet et non pas forcément une optique un peu répressive de protection systématique. Oui, purement protective, oui, bien sûr. Parce qu'il faut quand même rappeler que la protection initiale des monuments historiques c'est élargi aux abords, aux sites, aux quartiers, des fois à des centres-villes entiers, sans que soient vraiment remis en question les principes de l'approche de la protection des monumentales. C'est-à-dire que les moyens n'ont pas augmenté en conséquence. Autrement dit, il y a une disproportion manifeste entre les fins et les moyens. C'est-à-dire qu'il y a un manque cruel d'ingénierie. Voilà, on y reviendra. Aussi de moyens, tout simplement. Et je voudrais dire à Pierre Jarly qu'on a un ABF depuis septembre pour le Cantal. Et derrière ce que vous dites, il y a un plaidoyer quand même pro domo, effectivement, ce métier qui consiste à savoir démolir ici, construire là, gérer les grands équilibres, politiquement c'est le métier de l'élu, mais c'est le métier de l'architecte. Oui, je pense qu'on le voit clairement. En fait, la question est aussi spatiale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question d'économie, d'opérateurs, etc. On a vraiment besoin d'architectes, d'urbanistes pour intervenir dans ces territoires-là, de porter un regard circonspect sur chaque situation. Encore une fois, il n'y a pas de recette de cuisine, chaque cas est particulier, et donc on a besoin d'un regard précis. Sur un îlot. Ne pas s'en tenir à tenir le patrimoine immobilier tel qu'il est. Il faut le transformer, quelquefois en profondeur et avec des interventions, effectivement. Tout à fait. Le troisième point qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est carence d'approche, je dirais donc transversale. On a évoqué ces services de l'État qui sont chacun dans leur silo, qui font que l'instruction d'un dossier chameau plus chameau finit des fois très mal et surtout très longue. Mais comment développer des stratégies collaboratives ? Et là, évidemment, je repose la question à Monsieur le maire, parce que d'une part parce que ça fait partie, je crois que c'est un de vos grands sujets, mais surtout parce qu'il y a vraiment vous êtes en train de mener un projet à Saint-Flour qui résout cette question et dit peut-être que pour développer une stratégie collaborative, il faut déjà trouver un lieu. Il faut déjà créer un lieu. Mais quel lieu ? Parce que c'est un peu un mouton à 5 pattes.
Bon, peut-être plus généralement d'abord, moi je reste convaincu que toutes ces approches qui sont transversales et qu'on voit bien dans les opérations au cœur de ville, de réhabilitation de centre-ville, elles nécessitent aussi des gouvernances transversales. Elles nécessitent aussi l'intervention de tous les acteurs qui se retrouvent autour de la même table pour être sûr que les ponts se font bien entre ces différents domaines, parce que c'est une des clés de la réussite. Et nous, on a essayé de le faire sur un sujet qui est le sujet de l'architecture, de l'habitat, avec la création au centre-ville pour justement redonner de la vie au centre-ville, d'une maison de l'habitat, de l'urbanisme, des paysages, de l'architecture, dans laquelle on va trouver dans un même guichet des services instructeurs de l'urbanisme, des services d'urbanisme qui ont construit le PLU, le SCOT, des permanences de CAUE, des permanences des ABF, des permanences pour les OPA avec l'ANA. Et en même temps, on en fera aussi un point d'information service. Et comme on a couplé ça avec un pays d'arrêt d'histoire, eh bien, on va mettre en place aussi une matériothèque de façon à ce qu'on puisse parler avec les pétitionnaires directement en amont des projets pour leur dire voilà pourquoi il faut plutôt mettre tel matériau ou tel matériau, pourquoi il faut faire plutôt telle coloration, telle polychromie. Et tout ça sera installé dans le cœur de ville, dans une place qui va être réhabilitée entièrement, qui est vraiment le cœur de ville. Et c'est dans un bâtiment classé. Donc on aura, avec un guichet unique, une possibilité d'un vrai service à la population pour un guichet unique ou un guichet pluriel, c'est-à-dire qu'on trouve tout au même endroit. C'est un guichet unique sur des sujets différents. Oui. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que lorsqu'un pétitionnaire a un projet, eh bien, il est confronté à tous ces sujets, depuis la transition énergétique, en passant par le respect du patrimoine, en passant par les normes, par toutes les normes qui existent et la qualité des matériaux nécessaires. Donc, on est en train de mettre ça en place, et je pense que ça peut répondre à une vraie attente de la population. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que ça transforme les conditions d'accueil, les conditions de travail, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les services, se retrouver dans ce cluster, ça peut changer un petit peu la... C'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour le travail que font tous les acteurs pour une opération cœur de ville. Lorsque des techniciens, des experts spécialisés se mettent à travailler ensemble, ils tiennent mieux compte des différentes prérogatives des uns et des autres. Donc la réponse ne peut être que plus adaptée. Oui. Donc lorsqu'on travaille en même temps sur la transition énergétique et en même temps sur la lutte contre la précarité énergétique, en même temps sur la richesse de la qualité architecturale, je pense qu'on fait un grand pas en avant. Parce qu'on crée des liens, justement, qui permettent d'apporter une réponse globale adaptée à tous les enjeux qui sont, encore une fois, de plus en plus transversaux. Et une dernière question sur ce projet. Comment vous le financez, ce centre, ce multipurpose, on dit en anglais Ah, oui. C'est une belle histoire, ce financement, parce que c'est beaucoup de patience, non? Oui, c'est un financement croisé entre le ministère de la Culture, entre l'État, avec l'intervention du FNADT, avec l'intervention de la DETR. C'est une intervention qui est, en fait, sur plusieurs années et qui voit arriver sa dernière année opérationnelle, puisqu'on commence les travaux intérieurs pour ouvrir cet établissement au printemps 2020. Très bien. Simon, vous êtes sur cet aspect de l'approche transversale. Vous, en tant qu'architecte et praticien, encore une fois, dans les petites collectivités, des fois plus petites que les actions en cœur de ville, et ça rend plus libre aussi. L'innovation en tout petit bourg, quelquefois, est plus... Vous appelez à plus de collaboration entre collectivités, privées, bien sûr, acteurs privés. Vous évoquez aussi, effectivement, ça a déjà été fait aujourd'hui, le rôle très positif des EPF. Vous pensez qu'on pourrait l'élargir? Oui, c'est-à-dire qu'on arrive au constat qui ont été formulés à de nombreuses reprises. C'est la difficulté de trouver des opérateurs pour en fait fabriquer de l'habitat dans les centres anciens, dans les centres urbains. On a noté quand même la disparition progressive des bailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui plutôt mobilisés dans les zones dites tendues. Pour prendre un jargon technique, et puis nous on se retrouve à chaque fois dans des situations plutôt en zone détendue où finalement on considère qu'il n'y a pas de besoin, voilà. Alors qu'en réalité il y en a bien, puisque en général dans ces territoires-là, 80 ou 90% de la population est susceptible de prétendre à un logement social. Donc en tout cas, ils ne sont plus là. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on arrive à malgré tout, produire encore de l'habitat dans ces territoires-là. Donc, à part des stratégies collaboratives, en même temps, il manque un maillon. C'est-à-dire, je m'explique, dans les situations un petit peu désespérées, les collectivités peuvent faire des acquisitions foncières, ou en faisant peut-être appel à l'EPF. Mais à un moment donné, pour attirer de nouveau des investisseurs privés,
Le seul moyen, il faudrait imaginer une sorte de garantie du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on arrive à finalement aller au-delà du risque qui paraît trop dissuasif pour les investisseurs privés. Voilà, donc moi je pose un petit peu la question. Je pense que tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, on aura beaucoup de mal à trouver des opérateurs dans nos centres urbains. Merci. J'en viens au quatrième point. Effectivement, très constaté aujourd'hui, il y a carence d'ingénierie de projet dans les territoires. Alors, ça dépend des cas, mais bon, globalement, effectivement, les villes de cette dimension n'ont pas les services d'urba des grandes métropoles. Bon, il y a des agences d'urba qui travaillent, qui sont disponibles, mais globalement, il y a des directions départementales qui, de fusion en fusion, ont une charge terrible. Et sur ce point-là, bien sûr... C'est Marc Barani qui a évoqué ce matin le rôle des écoles d'architecture qui peuvent contribuer des fois à faire réfléchir les élus sur leur territoire. Je voudrais élargir le sujet et poser effectivement la question, ce que les anglo-saxons appellent les sciences régionales, c'est-à-dire comment mobiliser les sciences régionales, c'est-à-dire les ressources de recherche et d'expérimentation qui sont dans les universités. C'est un grand thème de mobilisation. Une université, c'est pas seulement un endroit où on apprend et après on sort. L'université est un acteur civique, doit prendre ses responsabilités dans l'aménagement territorial. Ça se répand, ça commence à arriver en France, c'est très intéressant. Et c'est sous cet auspice que je souhaiterais beaucoup, monsieur le maire et monsieur l'architecte, que vous évoquiez l'expérience de collaboration que vous menez déjà depuis 2013 entre la ville de Saint-Flour et l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Ce sont des anciens de l'école, et Clermont-Ferrand, je le précise, cette école, elle a un ADN très spécifique. Elle a effectivement une formation au territoire, c'est bien sûr lié à ses fondateurs, c'est lié aux personnes qui ont créé la pédagogie. Il y a un ADN effectivement très fort dans cette école qui forme des architectes pluralistes. Pour autant, cette expérience que vous avez menée ensemble à Saint-Flour est quand même très intéressante, surtout parce qu'elle a 5 ans. Voilà, il y a de l'acquis. Oui, peut-être d'abord sur un plan général, je pense que c'est vrai que la difficulté de l'ingénierie sur les territoires, c'est une vraie réalité. Vous avez parlé des agences d'urbanisme. Dans les secteurs dans lesquels elle intervient, très bien. Malheureusement, dans la ruralité, elles ne peuvent pas toujours y aller. C'est le cas en tout cas en Auvergne. J'espère que ça va changer d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très loin. Mais il faudrait qu'elle puisse couvrir l'ensemble, évidemment, du territoire. Et plus généralement, c'est vrai que la question de l'ingénierie territoriale sur des démarches aussi complexes que celles des opérations cœur de ville ou des opérations centre-bourg, c'est absolument majeur. Et je tiens à vous dire que justement, le CEREMA, qui est une structure de service de l'État qui peut justement apporter toute cette expertise transversale dans ces différents domaines, que représente la transition énergétique, la mobilité, la question du patrimoine, la question de l'habitat, eh bien, peut répondre justement à ce besoin d'ingénierie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons signé avec Madame la Ministre Jacqueline Gouraud une convention à Lyon il y a quelques temps, justement pour mettre à disposition des acteurs locaux les services du CEREMA qui apportent une expertise qui est reconnue. Mais sur le plan local, oui, on a cette difficulté et quelquefois, je pense que quand on peut, en l'absence de possibilité de travailler avec les centres d'urbanisme ou d'autres structures d'ingénierie, moi je pense que ça peut être vraiment un plus que d'aller vers l'université. Oui. Et assez naturellement, pour des questions d'affinité avec des acteurs locaux, parce que je connaissais pas mal de gens de cette école d'architecture de Clermont-Ferrand. On voit pourquoi. On a décidé de travailler ensemble, et c'est vraiment j'allais dire une expérience qui a apporté beaucoup à la ville, beaucoup aux élus, beaucoup à la population. Depuis maintenant plus de 5 ans, cette école s'investit, elle vient faire des stages dans la ville, pour analyser les nouveaux liens qui existent entre les ruralités et la ville, repenser, ils appellent ça repenser la ville par ses ruralités, ces nouveaux liens qui existent, ces complémentarités qui sont de plus en plus importantes avec évidemment l'urbanisation périphérique qu'on a connue au détriment du centre-ville, avec les questions de mobilité qui sont posées, avec les questions aujourd'hui d'économie circulaire, avec l'agriculture, avec tout un tas de sujets, les liens entre le paysage de la ville, les paysages des communes environnantes, et on travaille sur ce sujet depuis 5 ans, mais sur le terrain vraiment, ils ont fait des enquêtes. Ils sont allés voir les gens, ils sont allés interviewer les gens pour voir quelles étaient leurs attentes. Et à partir de là, ils ont su apporter aussi un œil neuf. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, parce que ça reste un travail, j'allais dire, de création qui est lié directement à une expertise sur un travail d'étude. Mais pour les élus, au niveau du diagnostic, d'abord, c'est extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir une autre vision, un œil neuf aussi sur le territoire, ce qui est extrêmement important. Souvent, c'est le cas chez moi, on a des paysages qui sont extraordinaires, un patrimoine qui est extraordinaire, mais on ne le voit plus parce qu'on est au quotidien devant.
Mais ces gens qui arrivent, qui regardent avec leur œil neuf, viennent vous le rappeler. Et finalement, ça permet aux élus de mieux tirer parti des richesses locales, pour voir comment on peut faire du développement à partir de la reconnaissance de ces potentialités. Donc voilà, depuis 5 ans, on travaille sur ce sujet, et on va même poursuivre notre travail encore l'an prochain. Simon? Oui, on fait... C'est un travail effectivement de collaboration qui est très riche et qui a plusieurs vertus. Je dirais que c'est un moyen aussi pour nous, pour les étudiants en fait, de les sortir de l'école. Ce sont des ateliers hors les murs, vous l'aurez compris. Et du coup, ils se confrontent au réel. Et c'est ça qui est absolument essentiel dans ce travail prospectif. C'est de sortir, d'aller sur le terrain, de comprendre quelles sont les difficultés, en même temps les enjeux, comprendre aussi quelles sont les richesses effectivement patrimoniales, paysagères. Mais c'est aussi une manière de comprendre aussi quels sont les mécanismes aussi entre les différentes polarités. Donc une polarité centrale qui est Saint-Flour, et aussi des micro-polarités autour. Et plutôt que de considérer ça comme étant un système, on va dire, concurrentiel, c'est d'imaginer que finalement ces micro-polarités entretiennent avec la polarité centrale, en fait, plutôt des stratégies collaboratives. On peut imaginer que dans telle polarité, on va développer l'économie du bois, dans une autre, plutôt le tourisme, dans une troisième, peut-être la fonction résidentielle, et que dans la polarité centrale, on va plutôt développer la fonction commerciale, par exemple. Enfin, ce sont juste des exemples, mais pour montrer comment, finalement, cet archipel de polarité fabrique un système non pas concurrentiel, mais encore une fois, plutôt complémentaire. Oui. Merci de le dire, parce que ces expériences effectivement de collaboration des sciences régionales ont pu quelquefois un peu crisper les professions, mais il n'y a pas de raison. Parce qu'en fait, c'est un temps de recherche un petit peu, parce que les élus le savent, entre le temps de la programmation et de l'action, il y a un moment de diagnostic nécessaire, qui n'est pas que le diagnostic technique, qui est l'analyse générale d'une situation. Et pour ça, nous sommes dans des métiers où il n'y a pas de labo. Ce temps de recherche, les labos de recherche sont dans l'université, alors il faut les sortir, effectivement. Et je crois d'ailleurs que ça se décrispe avec les professions, avec les BET ou les agences d'architecture d'ailleurs. Ça se décrispe, mais que ça se développe. Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette synthèse éclairée par l'expérience des deux côtés. Et je vais passer la parole à notre grand témoin, Éric Orsena. Mais restez avec lui, s'il vous plaît, monsieur le maire, monsieur l'architecte. Bon, je ne vais pas détailler la biographie littéraire d'Éric Orsena parce que ça prendrait le reste de la séance. Monsieur le conseiller d'État, je crois qu'il est important de préciser aujourd'hui que vous êtes économiste, spécialiste de développement, ancien membre de la commission Attali. Homme de culture, Éric Orsena est aussi un homme d'histoire et de géographie, et il est ici aussi aujourd'hui l'auteur des petits précis de mondialisation. Ces petits traités très denses sur le coton, l'eau, sur les maladies, la géopolitique des moustiques, et plus récemment sur l'innovation urbaine dans le monde, Désir de ville. Donc ces essais sont très intéressants parce que je crois que leur grande qualité, c'est toujours d'expliquer l'un par l'autre les grands courants de la mondialisation et les situations locales. Et ça, évidemment, ça nous amène à cœur de ville, c'est-à-dire à ces villes qui sont prises dans des grands flux, dans des grands courants, très forts, trop forts, qui cherchent un cap, mais j'arrête avec la métaphore maritime. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, permettez à l'ambassadeur de l'Institut Pasteur, mais surtout au grand hypocondriaque que je suis, de vous parler des maladies de cœur. Puisque les cœurs sont malades. Les cœurs de ville sont malades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en cardiologie élémentaire, une maladie du cœur ? Le cœur, il peut aller bien, mais la mobilité de tout ce qui arrive au cœur et qui en ressort est bloquée. Petite thrombose. Il peut y avoir, à la suite des thromboses, une petite ischémie, un manque d'oxygène. Et puis, il peut y avoir des troubles du rythme. Et donc, si on prend un peu le bilan de la situation de nos cœurs de ville, on s'aperçoit qu'il y a peu de cœurs de ville en France qui vont bien, avec différentes maladies. Je vais en donner quelques exemples, très différentes. Il se trouve que j'ai fait un débat avec Alain Juppé sur son livre « Dictionnaire amoureux de Bordeaux », un vendredi soir, juste avant les premières émeutes violentes. Et je l'ai vu juste après, le lendemain, il avait très peur. Et juste après, je l'ai vu le long du cours Victor Hugo. Et il disait, mais
Comment c'est possible? J'ai fait le maximum. Tout le monde dit que Bordeaux s'est ravivé et on ne supporte pas ce cœur de ville. Parce qu'il est trop bien par rapport au reste. Premier exemple. Deuxième exemple, on en a parlé beaucoup, mais des endroits où les cœurs de ville sont vides, vous en avez parlé. Et je vois dans ma petite commune, en Bretagne, tout a fermé. Il reste, je ne sais pas combien de temps, pour encore combien de temps, le boucher et le boulanger, et puis c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc c'est vide. Et de l'autre côté, c'est vide. Là, c'est vide parce que c'est trop pauvre. Mais ça peut être vide parce que c'est trop riche. Quand on voit Paris à 22, 23, 25 000 euros le mètre carré, et qu'on voit dans les annonces « idéal pour un pied-à-terre », c'est-à-dire que ça sera fermé, vide, sans lumière, pendant les 3/4 de l'année, c'est fou aussi. Donc, ce mécanisme-là, c'est-à-dire que vraiment, il y a besoin d'une vraie action diverse et volontaire de cardiologie pour les cœurs de ville. Tous. Je ne connais pas de vrais cœurs de ville, en fait, en bonne santé dans notre territoire, premièrement. Deuxièmement, étant navigateur et assez spécialiste des questions de courant, on voit l'attirance. Alors, il se trouve que j'ai été 20 ans président du Centre de la mer à Rochefort, donc quand j'ai entendu le maire de Niort, je connais aussi ce qui se passe à Angoulême, je connais l'arrivée du TGV à Bordeaux, plus rapide, a changé Angoulême en dortoir. Donc, toutes ces questions d'attirance, on s'est dit, c'est formidable de mettre moins de temps sans gérer du tout ce que ça voulait dire, trouble du rythme. Ça veut dire quoi? Et, pardonnez-moi, je ne sais pas s'il y a des élus de Saint-Brieuc, mais alors, je vais vous dire, franchement, que dans ma jeunesse, j'arrivais à travers la campagne, je traversais une vraie ville belle, magnifique, Saint-Brieuc, et j'allais chez moi un peu plus à l'ouest. Après, j'ai vu se monter un petit peu des hypermarchés, mais une ville qui demeurait. Et maintenant, je vois que une sorte d'immense Vélizy-II dans une des belles et plus belles du monde, avec une ville morte. Les derniers chiffres que j'ai, parce que je suis passionné par ces questions, montrent que sur l'ensemble des achats de toute l'agglomération, on n'achète à Saint-Brieuc que 16%. Et ça décline de 2, 3, 4, 5% par an. Qu'est-ce qu'on a fait de Mont-Saint-Brieuc? Qu'est-ce qu'on a fait de Mont-Saint-Brieuc? Alors, ces questions-là, en sorte de grands témoins, je voulais vous dire que depuis 6 ans maintenant, je travaille avec le préfet Rollon, d'abord, et puis avec d'autres après, je travaille avec l'Association des maires de France. Parce que je suis, et c'est vrai, mon travail pendant 20 ans au Conseil d'État m'a appris à la question de contentieux, mais tout se joue tellement à cette échelle-là. Et que, comme j'ai eu la responsabilité de ce rapport sur les bibliothèques, c'était l'occasion de voir 50 villes, on a visité, avec Noël Corbin, 50 villes, des grandes, des petites, et tout ça, ce qu'on peut imaginer, ce que ça voulait dire. Alors, grâce au président, il y a eu 1 million en plus, mais les maires, ils me disent 2 choses. D'accord, on a eu ces millions, mais après, est-ce qu'il y en aura d'autres? Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ouvrirais, moi, une bibliothèque et une médiathèque le dimanche, puisque les 9/10 qui viendront, ce seront des étudiants parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans les bibliothèques universitaires. Donc pourquoi j'ouvrirais? Ce n'est pas mon boulot. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a cette question-là. Alors, la conclusion de tout ça, puisqu'il y a le ministre qui est là, donc c'est lui qui va décider, c'est lui qui va... Parce que moi je suis un petit témoin et lui c'est un grand ministre. Donc j'ai le sens de la hiérarchie. Donc la première chose, c'est que
on a abandonné depuis des années l'ambition territoriale. On a fait une sorte d'implicitement sienne la théorie dite du ruissellement. Comme si tout ça allait bien se répartir et tout ça. C'est faux. On est dans un monde de la polarisation, où les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres. Donc si on ne reprend pas la volonté de cette affaire, ça ne marche pas, premièrement. Deuxièmement, ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que je vois partout dans tous les domaines, les partenariats privés-publics, mais aussi l'interdisciplinarité. Évidemment, dans ma jeunesse lointaine, l'université, elle devait surtout pas être en contact avec le monde réel. Parce que ça aurait été, j'ouvre les guillemets, vendu au privé, je ferme les guillemets. Alors qu'il y a un langage, une vision qui est complètement différente d'un point de vue, ce que vous avez dit. Parce que notre relation, et j'ai, avec bonheur et honneur, présidé pendant longtemps à l'École nationale supérieure du paysage, on a une relation avec le paysage de conjugalité, c'est-à-dire de paresse. C'est-à-dire on ne se rend même pas compte que c'est beau. Et on se rend compte juste quand l'amant arrive. Et donc, ces questions-là, ce n'est pas possible. Troisième remarque, c'est la question de la culture. Ce que vous avez dit m'a complètement ému, parce que une ville, quand même, c'est pas seulement des commerces. Moi, je sais, le grand débat actuel, dont la culture était absente, le grand débat actuel où on dit, bien sûr, il y a des problèmes de fin de mois, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, mais c'est le pouvoir de vivre, et là, c'est vrai que j'emploie la ligne plutôt de la CFDT. C'est-à-dire que l'achat n'est pas tout dans la vie. Et donc, quand vous dites aussi, ce que vous dites très bien, c'est que redonner de la vie, c'est qu'on donne envie de venir. Ce que vous faites, envie de venir, et cette bataille des mers, moi je trouve ça complètement admirable. Et dernier point, il y a la question des échelles. La question des échelles spatiales et temporelles. Spatiales parce que c'est pas possible que les périphéries vident les villes. C'est pas possible. Et je vois chez moi dans mon petit coin, donc la petite ville, là, quasiment village, n'a pas les moyens, donc c'est la périphérie qui siphonne tous les commerces de la ville même. C'est pas possible. Il faut une unité, il faut une échelle spatiale qui soit l'échelle des bassins de vie. Et dernier point, ce que je voulais dire, c'était la question de l'échelle temporelle, toujours trouble du rythme, c'est-à-dire que tout ça prend du temps, avec une question qui est posée, qui est une question grave, dont on a déjà parlé ici même, qui est la relation entre la démocratie et la durée. Comment est-ce qu'on peut avoir une sorte de cohérence entre l'obligation sans arrêt d'être mis en cause, qui est très bien, mais en même temps d'avoir une vision à long terme. Parce que s'il n'y a pas de vision à long terme, vision partagée, qui prend du temps à être partagée, on n'arrive à rien du tout. Je voudrais redire ici mon immense respect que j'ai pour les élus. Et je voudrais redire ici, avec gravité, mais en tant qu'académicien, que quand vous dites corps intermédiaire, vous dites deux fois la même chose, c'est inter et médiaire, et s'il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de république. Merci.